Donc on continue avec une vidéo d'Eureka. Eureka, si vous connaissez pas, c'est une chaîne qui parle de finance, d'économie, qui est vraiment super bien. Et donc on va regarder sa vidéo sur la fiscalité en France. Est-ce que c'est un offense fiscale? Apparemment non. Donc on va voir ce que ça donne. Moi j'avoue que c'est pas le sujet sur lequel je suis le plus expert. Je connais un peu, mais sans non plus que ce soit mon sujet de prédilection. Donc on va voir, on va peut-être apprendre des trucs et c'est parti. La France est un enfer fiscal. Ou en tout cas, c'est ce que ce graphique semble indiquer. On y voit les dépenses publiques des principaux pays riches rapportées à leur PIB, et effectivement, la France sort numéro 1 du classement avec un score de 56%. Puisque les dépenses publiques sont financées par les impôts et cotisations sociales, comme on peut le voir sur ce schéma, alors ce graphique pourrait être renommé impôts et cotisations en pourcentage du PIB. La conclusion est sans appel, rapporté aux richesses créées, le PIB donc, la France est le pays qui taxe le plus sa population. On pourrait proposer une analogie. Pour des habitants avec un revenu moyen de 100 €, l'État français prendrait 56 € aux Français moyens, là où l'État américain ne prendrait que 38. La France serait donc bien un enfer fiscal. Donc ça, c'est le truc de base, d'accord. Qu'en gros, si on regarde juste au PIB, ça a l'air d'être un enfer fiscal, mais je sens le pré-shot arriver de voir après les salaires à côté, ce que ça donne en comparaison des autres pays. Qu'est-ce qu'on a gratuitement en comparaison des autres? Est-ce que, par exemple, en comparaison des États-Unis, on est obligé de vendre un rein si jamais on a le moindre rhume? Est-ce que ça ajoute tout ça? Je sais pas s'il va en parler. On va voir. En plus d'être inacceptable, cette politique confiscatoire serait également inefficace économiquement, car qui voudrait investir dans un pays où l'État vous prend 56% de l'argent durement gagné? Sauf que, j'espère que vous l'aurez deviné, ce raisonnement est totalement faux et on va en faire la démonstration. Premièrement, le titre originel du graphique mentionne des dépenses. L'État confisque les impôts et cotisations, mais il dépense en contrepartie. Et vous le savez, les dépenses des uns sont les revenus des autres. Si la France est un enfer fiscal parce qu'on y paie beaucoup d'impôts, alors elle est aussi un paradis de la redistribution et des services publics accessibles sans condition de revenu. Voilà, c'est ce que je disais. Et c'est aussi pour ça qu'en ce moment, la France, elle va mal. C'est parce que le contrat social de base en France qui est, oui, d'accord, on paye des impôts, de la TVA et tout, mais pour des écoles, des hôpitaux, des routes, etc., eh ben, ils en font de moins en moins, préférant donner des cadeaux aux patrons, préférant faire le SNU et des trucs comme ça. Et ça fait qu'à côté, ben, on se retrouve avec des gens qui soit disent faut plus prendre et mieux répartir et mieux utiliser l'argent public, et des gens qui sont en mode mais arrêtons de prendre et chacun se démerde en mode États-Unis style. On en vient là malheureusement. Les 56 € prélevés ne disparaissent pas dans le néant. Ils sont bel et bien rendus à la population. La Banque centrale qui le dit bien que la suppression de l'ISF a fait du mal aux finances. Non mais Escape c'était une bonne idée de Mozart, donc c'est que tout va bien. Et il a raison dans ce qu'il dit. Certes on cotise beaucoup, mais on nous rend beaucoup. En tout cas on est censé nous rendre tout autant en termes de santé, d'affaires économiques, etc. Et c'est censé être un cercle vertueux qui fait qu'en plus même les plus pauvres peuvent se payer des trucs, et grâce au fait de se payer des trucs, eh bah du coup ils produisent de la TVA et ils produisent de la valeur, et puis du coup ils achètent des trucs, ça fait fructifier l'économie. Voilà, tout simplement. C'est un peu plus compliqué que ça bien évidemment, mais en tout cas c'est pas en empêchant les pauvres d'acheter des trucs que ça va relancer l'économie et que ça va permettre aux gens de vivre dignement. Juste on peut parler de morale 2 secondes, mais même sans parler de morale, c'est pas en restreignant l'économie des classes les plus pauvres que l'économie globale va aller mieux, vu que bah, s'ils peuvent rien acheter, ils participent pas à cette machine tout simplement. Soit ils servent à payer les salaires des fonctionnaires, armée, police, justice, éducation, santé, etc. Soit ils sont une aide financière. Retraite, remboursement de soins, chômage, RSA, allocation familiale et aide aux entreprises. Soit ils servent à investir. Routes, ponts, chemins de fer, bâtiments publics, etc. On pourrait donc choisir de lire le graphique différemment. L'État français est le champion du monde de la redistribution. Sur 100 € de revenus, le français moyen touche 56 € de la part de l'État, quand l'américain moyen, lui, n'en touche que 38. Et c'est pour ce genre d'explication que cette chaîne est trop forte, que c'est très bien foutu. Mais en plus, ben, ça confirme les sondages, les graphiques, etc. C'est comme les prisonniers de Guantanamo. À force de les triturer dans tous les sens, t'en fais ce que tu veux. Et ça, c'est bien la preuve de ça, parce que si jamais tu mets dépenses moyennes publiques, ou si tu mets revenus moyens pour l'État, c'est pas pareil, et pourtant, c'est la même chose. Mais dans la vision de ce que tu vas en avoir, c'est pas pareil. Deuxièmement, l'attractivité d'un pays n'a aucun lien direct avec le niveau général des impôts et cotisations. Pourquoi? Prenons Michel, le travailleur français dont le salaire brut est de 100 €. Michel ne touche que 80 € sur les 100, car 20 € de cotisation permettent d'assurer à l'ensemble de la population française une couverture santé et une retraite. Michel doit donc se loger, se nourrir et se divertir avec un budget de 80 €.
Malgré tout, du point de vue de l'entreprise qui l'emploie, Michel lui coûte 100 €. Aux États-Unis maintenant, puisqu'il n'y a presque pas de cotisation, une entreprise américaine pourrait-elle se permettre de payer John 80 $ plutôt que 100? Bien sûr que non. En effet, en plus des 80 $ pour se nourrir, se loger et se divertir, John doit souscrire une assurance santé et retraite qui va lui coûter au moins 20 $ par mois, si ce n'est pas plus. C'est ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis du fait qu'il faut voir aussi les salaires, les cotisations, etc. Il n'y a pas que ce que l'État prend qui a à prendre en compte, évidemment. Et c'est là où les capitalistes, ils sont horribles, c'est qu'ils veulent le meilleur des deux mondes, tu vois. Des petits salaires sans cotisation à côté. Alors qu'en vrai, dans un monde plus juste et équitable, c'est soit des gros salaires pour que tu puisses te payer ta santé comme tu veux, YOLO, et te faire plaisir à côté, ou alors des salaires plus raisonnables et modestes, mais à côté, il faut de la cotisation pour s'il y a un problème, et ben du coup, tu peux le régler sans avoir à te ruiner et t'hypothéquer. Finalement, pour que John et Michel aient le même niveau de vie, le coût pour l'entreprise est, si pas exactement le même, au moins très similaire. La santé, l'éducation et la retraite sont des services absolument indispensables. Les entreprises doivent payer leurs travailleurs suffisamment pour qu'ils et elles puissent se les offrir. En France, cela passe par des cotisations sociales, ce qui permet au plus grand nombre, même parmi les plus pauvres, d'y avoir accès. Dans d'autres pays, ces services sont accessibles auprès d'entreprises privées que chacun doit payer de sa poche, ce qui exclut d'office ceux qui n'ont pas assez de revenus pour se les offrir. Mais dans les deux cas, ce sont bien les employeurs qui paient pour ces services, soit via des cotisations obligatoires, visibles sur notre graphique, soit via des salaires plus élevés, non visibles sur ce graphique. Et contrairement aux cotisations, les salaires, l'État n'a pas la main mise dessus. Alors elle peut faire le minimum avec le SMIC et tout, mais mis à part ça, les salaires, l'État ne peut pas avoir de pouvoir sur les salaires. Par contre, sur les cotisations, elle peut. Et sur ce qu'elle en fait, ça par contre c'est possible. Et donc faire en sorte que les employés, si ce n'est payer ultra bien leurs salariés, au moins une partie de la paye servira à la collectivité. Moi je trouve ça mieux, perso, plutôt que de laisser une grande partie du pouvoir à une entreprise privée dont le but est justement de se faire de la thune. Mais après, qui suis-je? Finalement, le niveau général des impôts ou cotisations ne dit donc rien sur l'attractivité d'un pays. Vous avez compris, tous les gens pro-riches qui disent oui, mais si jamais on prend trop d'impôts, ils vont se barrer. Bah pas forcément, ça dépend aussi de ce qui se passe à côté. Si jamais on est assez attractif pour qu'ils soient pas obligés de mettre des salaires ultra hauts, ou alors on est tous des pays du tiers-monde et c'est le rêve des capitalistes qu'on soit tous là à produire pour que eux s'enrichissent, évidemment. Troisièmement, les 56 € prélevés aux Français ne sont pas réellement 56 €. Ici encore, prenons un petit exemple. Michel est désormais trader. Il gagne 100. Aline est infirmière dans la fonction publique et Jean-Noël est retraité. Michel paie 20 d'impôts divers, ce qui permet à l'État de verser un salaire à Aline. Le PIB, les richesses créées par cette mini-économie, est de 100. 80 de richesse de trading plus 20 de richesse de soins. Petite parenthèse, notez comme la valeur des richesses créées par les services publics dans le PIB dépend directement du niveau des impôts. Parce que les soins sont accessibles à tous, pas besoin de payer pour se faire soigner, il faut un autre moyen que le marché pour faire apparaître la valeur du travail de Aline et donc lui verser des revenus. Cet autre moyen, c'est des impôts et des taxes. Michel a donc l'impression que l'État lui prélève, lui vole presque 20. Mais en réalité, il s'agit d'une correction sur la richesse qu'il crée. Son travail de trader ne vaut pas 100, il vaut 80. Ça, faudra leur dire du coup aux ultralibéraux et aux droitards. Mais non, on te vole pas, c'est juste que tu vas aller pas tant. Ils vont kiffer. Mais en vrai, il a raison, je dis ça pour la blague, mais il a totalement raison, bien évidemment. C'est donc bien l'État qui, via le niveau des prélèvements, choisit la valeur que l'on donne aux services publics. Et c'est pour ça que un État qui donne un État fort au niveau de ses services publics et qui les aide, c'est important. Parce que sinon, si l'État ne fait rien, dans ce cas, c'est au bon vouloir des employeurs de faire en sorte que les gens puissent ou non se soigner. Et sinon, du coup, l'État, si jamais il aide pas ses services publics, il tombe en miettes. Et du coup, même si on cotise, c'est-à-dire qu'on cotise, donc on a moins de thunes, mais on n'a pas des services publics assez forts pour compenser ce manque de thunes. Du coup, il y en a, ils sont obligés d'aller en clinique privée. Le problème, c'est que le privé, ça coûte cher. Et c'est ça tout le problème. C'est une information qu'il faut bien avoir à l'esprit avant de commencer à se plaindre du niveau trop élevé des impôts. Bref, poursuivons. Afin de verser une retraite à Jean-Noël, l'État prélève 5 de cotisations sociales à Aline et Michel. Également, afin de verser des allocations familiales à Aline et Michel,
tous les 2 par an, l'État prélève 2 de cotisations à Jean-Noël. On peut noter ici que l'on pourrait très bien écrire notre PIB différemment. Le trader crée 75 de richesse par son travail, l'infirmière 15, le retraité et les parents via du travail domestique, respectivement 8 et 2. Sauf que non, car les cotisations sociales sont comptabilisées comme une aide financière et pas comme un revenu permettant de valoriser une activité créatrice. Et d'ailleurs, là, cette partie de la vidéo, ça me fait beaucoup penser à la vidéo d'Usul, mes chers contemporains, sur Frio, que je vous conseille de voir. Il va plus en profondeur dans tout ce qui est, ce que c'est le travail et tout, ce qu'on décide d'appeler travail. Par exemple, quand moi je faisais du babysitting ou quand j'étais animateur, c'était du travail, j'étais payé. Donc c'est considéré comme de la valeur brute qui est comptée dans le PIB. Par contre, quand ma mère, elle s'occupait de moi quand j'étais petit, bah là, c'est pas du travail parce que c'est pas payé. Alors pourtant, c'est le même job. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas compté dans le PIB, donc c'est pas du travail, alors qu'on pourrait considérer ça comme du travail si jamais on le mettait dans le PIB, justement. Mais comme c'est de la cotisation, c'est pas du travail. Mais regardez, si ce n'est Frio en général, parce que c'est peut-être un peu... Ah, c'est quand même Frio, c'est costaud. Si jamais vous avez du mal, enfin, si jamais vous voulez y aller direct, allez-y, hein, je suis pas votre père. Mais si jamais vous voulez y aller tranquille, commencez par le Mes chers contemporains d'Usul, et si ça vous intéresse, allez encore plus dedans. C'est très intéressant. Il s'agit d'un choix de société, d'une décision politique. Les chômeurs, les mères ou pères au foyer, les retraités, aux yeux de la comptabilité, ne créent aucune richesse. Si l'on fait maintenant l'état des lieux de la réallocation de revenus organisée par l'État, on constate qu'elle est de 24. En partant des 100 de Michel, 16 sont allés à Aline et 8 à Jean-Noël. Si on s'intéresse plutôt à la redistribution du PIB organisé, il faut cette fois partir des 80 de Michel et 20 de Aline pour constater que celle-ci est de 8. En revanche, si on fait la somme des dépenses publiques, 20 de salaire pour Aline, plus 10 de retraite pour Jean-Noël, plus 2 d'allocation familiale pour Aline et Michel, on tombe sur 32. Ainsi, parce que certains flux se croisent, l'État prend d'une main mais rend de l'autre, la somme des dépenses publiques ne correspond ni au montant de la réallocation de revenus, ni à celui de la redistribution organisée par l'État. Celle-ci nécessite une analyse beaucoup plus poussée, à laquelle l'INSEE se livre parfois. Pour 2019, l'Institut de statistique français arrive à une redistribution nette de 25% du PIB. Et c'est pour toutes ces raisons qu'il explique depuis tout à l'heure que Macron, il fait de la merde en économie pour un pays. Pourquoi? Parce que Macron, il pense la gestion de la France comme il pense une boîte, comme il pense une société. Sauf que dans les sociétés, il n'y a pas tout ce qui est impôt, il n'y a pas tout ce qui est cotisation. Il y a évidemment, mais c'est pas au cœur du fonctionnement du truc, tu vois. Dans une société, les cotisations et tout, c'est vu comme quelque chose de chiant qui t'enlève de la thune, qui est compréhensible pour la société évidemment, mais pour le bien commun c'est pas pareil. Sauf que là où une société privée est faite pour gagner de l'argent, juste gagner de l'argent et grossir, je caricature mais vous voyez l'idée, un État, lui, il doit justement prendre en compte tout ce flux dont il nous parle depuis tout à l'heure, ce que ne fait pas mal par hasard. Mais c'est grave intéressant ce qu'il dit, et du coup preuve s'il en est que l'attractivité de la France n'est pas forcément due à sa fiscalité, bizarrement. Pourquoi Par ça, parce que quand on te dit ton salaire, on dit toujours le salaire net, jamais le salaire brut, donc il devrait savoir que le PIB brut, ça veut pas dire grand chose finalement. Bah, je sais pas, moi ça me semble. En tout cas, grave cool sa vidéo, hein. Grave intéressante, vraiment petite, concise, mais vachement bien. Franchement, vraiment très très cool. Et encore une fois, le genre de vidéo qui nous montre que c'est souvent plus compliqué que ce qu'on essaye de nous faire croire, avec oui, mais si jamais on taxe trop les riches, ils vont s'en aller, nanani nanana. Finalement, pas tant que ça. Enfin, on n'est pas un pays si dégueulasse en termes de fiscalité pour les riches. Donc voilà, Macron TG.